Bienvenue dans Talk Afrique sur Média TV Afrique. Merci d'être avec nous dans ce numéro. Il sera question du Sénégal avec le projet de loi sur le parrainage citoyen aux élections adoptées ce 19 avril par la majorité présidentielle de la 13e législature et sans débat, mais le projet a subi un amendement portant sur le nombre de signatures requis pour être candidat à la candidature. Il faut désormais avoir au minimum 0,8% et 1% au maximum, à signaler qu'au moment où les députés examinaient ce projet de loi, des populations opposées au parrainage ainsi que certains leaders de l'opposition ont manifesté dans l'île de Dakar. Eh bien, quels sont les enjeux de cette réforme constitutionnelle et quelle est la portée de cette loi et quelles modalités d'application, surtout avec l'appel au dialogue réitéré par le président Macky Sall depuis Paris où il séjourne. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau Abdou Khadr Lo, docteur Abdou Khadr Lo. Il est expert en sciences politiques, mais également président pour l'Afrique d'Access Partnership et auteur de nombreux rapports et études sur la gouvernance et l'état de droit. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Merci donc d'être avec nous, Abdou Khadr Lo. Le projet de loi instaurant le parrainage citoyen aux élections a été adopté ce 19 avril à l'Assemblée nationale. Cette modification de la Constitution intervenue après plus de 8 heures a été adoptée sans l'opposition qui a boudé l'hémicycle. Il faut le rappeler avant le vote suite à la décision de la majorité présidentielle de voter la loi sans débat. Les détails avec Amadou Sabarba et Abdoulaye Silem. Ça y est, le projet de loi instaurant le parrainage citoyen aux élections a été adopté ce jeudi 19 avril par l'Assemblée nationale. Cette modification de la Constitution est intervenue après plus de 8 heures de débat. Pour le ministre de la Justice, c'est une date historique pour la démocratie sénégalaise. Ce qui est nouveau, c'est que tout Sénégalais qui ambitionne de prendre part à l'élection présidentielle, tout Sénégalais qui veut proposer une offre politique à ses concitoyens pour être président de la République, doit aller voir ses compatriotes, aller voir ses citoyens et recueillir 1% du fichier électoral général. Il faut noter cependant que les députés de l'opposition ont boudé l'hémicycle avant le vote. Ils n'ont pas accepté la proposition du président de l'Assemblée nationale, un vote sans débat. L'opposition compte déplacer le combat sur d'autres fronts. De voter sans débat, c'est inacceptable. Parce qu'une loi qui devait être, bien qu'elle soit scélérate, devait être soumise à référendum, ne saurait être votée sans débat et c'est ce que nous avons refusé. Nous ne voulons pas cautionner cette forfaiture et assister à cette mascarade. Pour nous, c'est un point de départ. Ce n'était qu'un premier acte. Et s'ils pensent que ça s'arrêtera à si bon chemin, ils se trompent. Nous nous organiserons. Tout le front qui s'est créé, regroupant tous les partis d'opposition, la société civile, les syndicats, nous nous battrons corps et âme jusqu'à son départ de ce pays. Prochaine étape, la promulgation de cet amendement constitutionnel par le chef d'État. Et le gouvernement va repasser devant les parlementaires pour la révision du code électoral pour l'introduction en son sein de la nouvelle loi sur le parrainage. Un reportage de Amadou Sabarba, docteur Abdou Khadr Lo. Après toute la polémique qu'il a suscité, le projet de loi sur le parrainage citoyen aux élections est finalement passé comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. D'abord, quels sont véritablement les enjeux de cette réforme constitutionnelle? Oui, rebonsoir. En fait, ce n'est pas surprenant que ça passe parce que la configuration du Parlement est largement favorable à la coalition au pouvoir, au président en exercice. Donc, il y a eu 118 voix pour sur 165 députés. Donc, globalement, il n'y avait aucun suspense que la loi soit adoptée à partir du moment où c'est apporté devant les députés. Les enjeux, aujourd'hui, on ne peut prendre que les explications officiellement données par le gouvernement qu'on peut analyser et peut-être contester. Il y a deux explications qui sont avancées par le gouvernement. La première, c'est de dire qu'il y a trop de candidats à la présidentielle. Le risque qu'ils voient, c'est qu'à la prochaine présidentielle de l'année prochaine, en 2019, qu'ils aient 20, 30, 40 candidatures déclarées. Parce que la dernière élection législative, ils ont dit qu'il y a eu 47 listes pour être député. Ils disent que c'est beaucoup trop, ça coûte cher. Donc, législative. Oui, non, mais il y avait 47 listes pour les élections législatives. Ils craignent d'avoir une inflation de candidats pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donc, le premier argument qu'ils donnent, c'est ça, c'est-à-dire pour limiter le nombre de candidatures. Il y a des candidatures farfelues qui coûtent cher à l'État, etc. Parce que chaque candidat coûte environ 350 millions de francs CFA.
500 000, à peu près 500 000 euros par candidat. Donc ils disent que... C'est l'argument économique. Hein? Non, c'est même pas encore l'argument économique, c'est l'argument sur la nécessité de rationaliser les partis politiques. Ils disent qu'au Sénégal, il y a 299 partis, dont 15 en attente de leur récépissé. Donc plus de 314 partis qui aujourd'hui risquent de concourir au suffrage universel. Sauf que cet argument ne résiste pas à l'analyse parce que s'il y a une explosion de partis politiques, c'est parce que la loi 1981, modifiée en 89, permet d'éviter cette pléthore de partis politiques justement. Parce que il y a 3 éléments majeurs dans cette loi. Le plus fondamental, c'est d'exiger de chaque parti politique qu'il dépose ses bilans, ses comptes financiers à la fin de chaque année. Et le ministre de l'Intérieur a dit que si cette loi était appliquée, on n'aurait pas 299 partis au Sénégal, mais 0. Oui, là, vous parlez de la loi sur la modernisation et la rationalisation des partis politiques. Justement, c'est pour venir un peu à cette loi-là qui fait débat. Le premier argument donné par le gouvernement, c'est sur la nécessité de rationaliser l'espace public sénégalais et notamment le nombre trop important de partis politiques. Donc, je disais qu'il y a un argument de la loi qui permet de répondre à cette question-là. Le deuxième argument qui est donné, c'est l'argument économique en disant que ça coûte cher d'organiser une élection avec autant de candidats. Donc, nécessité de filtrer pour que seulement les plus populaires, les plus crédibles arrivent à la compétition finale. Donc, ils ont dit qu'il faut pour cela demander 1% il faut obtenir un parrainage auprès des électeurs inscrits sur les fichiers électoraux et que chaque candidat doit récolter 1% du fichier électoral. Bon, après, au niveau de la discussion, ils sont venus à 0,8%. Le niveau plancher, c'est 0,8% du fichier électoral et le maximum, le plafond, c'est 1%. Donc, en moyenne, on a un fichier électoral de 6,5 millions d'habitants. Ça va tourner entre 52 000 électeurs et 65 000 électeurs pour parrainer un candidat. L'opposition craint que cet argument du parrainage qui fait débat permet au pouvoir en place, au président Macky Sall, de pouvoir écarter certains candidats. Parce qu'ils se disent que s'il y a une pléthore de candidats, l'électorat va s'émietter, va s'éclater. Donc les gens qui ne sont pas contents du régime auront le choix parmi plusieurs candidats pour ne pas voter pour Macky Sall. Ils disent qu'il élimine d'office certains candidats. L'autre argument avancé, c'est sur le fait que on procédera à une sorte d'élection avant l'heure. Parce que chaque électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, pas 2, pas 3. Donc c'est demander une élection avant l'heure, avant l'élection reconnue par la loi en fait. Donc il y avait toutes ces questions-là qui faisaient débat et l'opposition globalement voyait une sorte de piège que leur tendait le président Macky Sall pour écarter certains d'entre eux qui ne veulent pas voir parce qu'ils n'ont aucune maîtrise, les membres de l'opposition n'ont aucune maîtrise sur le décompte de leur signature parce qu'il faut aller vérifier sur la carte d'électeur le nom, l'affiliation, mais également les signatures. Or, ce qui est vrai, vous et moi, on a des comptes bancaires, des fois vous signez un chèque, la banque peut vous dire que la signature est différente de la signature habituelle. Donc, sur quelle base juridique ils vont se baser sur le dispositif qui sera mis en place pour la vérification et le contrôle des signatures. Mais d'abord, sur le premier argument, l'argument de la rationalisation des partis politiques, vous l'avez évoqué, mais il y a une loi lors du référendum de 2016 qui stipule que les partis politiques, relatifs plutôt à la modernisation, à la rationalisation des partis politiques. Mais le système de parrainage propose ou stipule ou indique la rationalisation des candidatures et non des partis politiques. Absolument. Alors, le principe en soi, comment vous le voyez, rationaliser les candidatures? Parce que c'est une forme de déformation de ce que dit la loi. La nouvelle constitution réformée en 2016 parle de rationaliser l'espace public, les partis politiques. Là, exactement. Là, on parle de diminuer le nombre de candidats ou de leur exiger un filtre. Donc, on ne parle pas de la même chose parce que rationaliser les partis politiques, ce n'est pas rationaliser les candidats. Ce sont deux choses totalement différentes. Parce que si on parlait de partis politiques, on aurait estimé peut-être à 300 le nombre de candidats à la présidentielle. Donc on parle de deux choses totalement différentes. Ce qui fait débat, c'est globalement l'idée est acceptée qu'il faut rationaliser l'espace public sénégalais. Mais c'est la façon dont le gouvernement veut mener les travaux, c'est-à-dire faire cavalier seul et faire un passage en force parce qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc ça qui pose problème. Il n'y a pas eu suffisamment de dialogue autour, il n'y a pas eu de dialogue du tout sur cette question-là. Or, historiquement au Sénégal, depuis le Code consensuel de 1992, les questions électorales ont toujours fait l'objet de consensus.
l'opposition, le parti au pouvoir, la société civile, la presse, tout le monde a suivi ces travaux jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. Pour la première fois, on est allé vers une réforme en profondeur du système électoral sans qu'il y ait un consensus au préalable. C'est là que le bas blesse a priori. L'idée est louable de dire qu'il y a trop de monde, trop de candidats, mais il faut discuter des conditions du filtrage, parce qu'il y a un filtrage dans tous les pays. Au Sénégal, il y a même un filtrage. Pour les candidats qui ont un parti politique, le filtre, c'est d'avoir un parti politique. Pour les indépendants, c'est d'avoir 10 000 signatures. Là, on exige de tout le monde d'avoir au maximum 1% du fichier électoral pour pouvoir candidater. Et c'est là qu'il n'y a pas eu d'accord et que les tensions sont nées justement parce qu'il faut, dans un espace politique démocratique comme le Sénégal, de telles décisions doivent être discutées. On n'oublie pas que le Sénégal est une démocratie, une vieille démocratie en Afrique, et que le chef de l'État est un candidat comme les autres. Ça également, il ne faut pas l'oublier, parce qu'un candidat ne peut pas dicter sa loi à d'autres candidats potentiels. L'autre argument selon lequel les opposants pensent qu'il y a des pièges où ce projet de loi vise à écarter des candidats déclarés, surtout des côtés de l'opposition. En quoi ou quels sont selon vous ces pièges que vous pensez comme l'opposition de soutienne? Alors, les craintes de l'opposition peuvent se comprendre dans la mesure où il y a deux opposants de poids qui sont hors course à la prochaine présidentielle. C'est l'ancien ministre Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il est hors course parce qu'il a fait de la prison pendant 3 ans. Il vit en exil au Qatar. Donc, vraisemblablement, il ne va pas concourir parce que la loi risque de s'appliquer à lui. L'autre candidat qui était vraiment sorti du lot également, c'est l'actuel maire de Dakar, qui est en prison pour des faits de détournement de deniers publics. Lui également, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas se présenter. Donc, quand il voit le pouvoir en place, le gouvernement modifier la Constitution pour dire on va encore filtrer, ils se disent attention, il y a déjà 2 candidats qui sont écartés, donc ils préparent quelque chose pour nous. Donc, il y a une forme de méfiance. Il n'y aurait pas eu peut-être les antécédents avec les 2 candidats éliminés d'office, la méfiance aurait été moindre. Mais le fait que 2 candidats soient écartés appelle l'opposition à être plus prudent, à se dire qu'est-ce qu'il nous prépare? Est-ce que finalement, il ne prépare pas une élection où il va éliminer les candidats les plus dangereux? Parce qu'ils n'ont pas une maîtrise sur la technicalité de la chose, comment va se faire le décompte, la signature, et comment vont se faire les doublons. Il y a beaucoup de détails techniques que l'opposition craint en fait. Donc quelque part, c'est ça qui crée la crispation aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Une rupture de confiance entre le parti au pouvoir et la coalition au pouvoir et l'opposition dite significative au niveau du Sénégal. Donc cette bataille-là se mène sur cette question-là. Alors vous-même, vous l'avez dit, du point de vue la doctrine électorale, ce principe est recevable, le principe en soi, il n'est pas mauvais. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, l'opposition a été conviée autour d'une table pour dialoguer. Aujourd'hui, le chef de l'État, le projet de loi a été adopté depuis Paris en France, où il réside. Il a réitéré cet appel à dialoguer avec l'opposition sur les modalités de mise en œuvre ou d'application de cette loi. Comment appréciez-vous cet appel? Alors moi, du point de vue universitaire et du point de vue des traditions démocratiques au Sénégal, l'appel vient un peu tard. C'est-à-dire que, bien évidemment, le chef de l'État et le gouvernement ont dit qu'ils ont appelé à maintes reprises l'opposition à dialoguer. Mais est-ce que ce point d'ordre du jour a été sincèrement inscrit dans les discussions? Je pense que rien n'empêchait que le projet de loi qui a été adopté hier, voté hier, puisse être repoussé. Il n'y a pas d'urgence d'une semaine ou 2 pour convoquer toute l'opposition, la société civile autour de la table pour discuter. Parce que les chefs religieux au Sénégal, le clergé, les syndicats, ils ont tous appelé à un dialogue entre tous les acteurs politiques, entre la coalition au pouvoir et l'opposition, pour discuter de cette affaire-là comme ça a été la tradition. Il n'y a pas eu de discussion franche si on veut vraiment avoir une lecture scientifique de la situation. Il n'y a pas eu vraiment de discussion franche. Maintenant, aller à Jacques Théès, le sort en est jeté. L'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi-là. Donc vraisemblablement, on va aller vers cette nouvelle loi qui a été votée hier et qui veut que les candidats, tout candidat sera appelé à avoir environ 1% de l'électorat pour pouvoir prétendre au suffrage des Sénégalais. Donc il y a encore une crispation malheureusement. Je pense que c'est un peu tard maintenant pour revenir. Ça risque de vicier l'atmosphère jusqu'à la présidentielle de 2019 et même créer beaucoup de contentieux. Parce que la confiance est rompue et des discours que j'ai entendus hier, l'opposition dit ne pas être
prête à lâcher l'affaire, qu'elle va se battre. Donc on va aller vers des tensions encore jusqu'à la présidentielle et peut-être même après des contentieux post-électoraux. C'est ça qui est dommage. Je pense, de mon point de vue, que c'était évitable d'arriver à cet extrême-là, cette situation extrêmement tendue entre les deux pôles qui s'affrontent et dont nous, Sénégalais, sommes aujourd'hui tributaires et qui nous impactent plus ou moins. Le pauvre est souverain. Mais Abdou, il y a une chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai qu'en 2012, on a enregistré 14 candidats retenus à l'élection présidentielle de 2012? Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 15 ou 20 candidats ne vont pas poser de réelles difficultés à l'électorat lors de la campagne électorale? Alors, il faut voir plusieurs choses. Si on se tient aux arguments avancés par le gouvernement, c'est-à-dire l'argument de la lisibilité et l'argument financier, il y a des solutions techniques telles qu'un bulletin unique. Donc techniquement, je pense que ça ne pose pas de problème d'avoir 15, 20, 30 candidats. Là où ça pose problème, c'est sur la lisibilité des programmes des uns et des autres. Parce que l'électeur a quand même besoin de voir dans le choix qu'il lui a offert, d'avoir une certaine visibilité. Sinon, c'est la cacophonie. Le temps d'antenne octroyé à chaque candidat va baisser. Plus vous êtes nombreux, moins vous avez de temps d'antenne. Moins vous êtes nombreux, plus vous avez de temps d'antenne. Donc si on a 5, 6, 7 jusqu'à 10 candidats, c'est gérable au niveau de la communication. Pour l'électeur, ça permet de faire un choix plus net, en tout cas de lire les discours et les programmes des uns et des autres. Donc effectivement, ça aide à la lisibilité des programmes des uns et des autres. Ça, c'est indéniable. Maintenant, encore une fois, c'était juste la nécessité de discuter pour arriver à un consensus tel que c'est le cas au Sénégal depuis 1992. Moi, ce que je regrette d'un point de vue scientifique, c'est la rupture de ces traditions-là d'État démocratique où les gens discutaient pour arriver à un consensus. Malheureusement, ça me semble tard de revenir là-dessus. Bon, le vin, comme ils disent, est tiré, autant le boire. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici l'année prochaine. Vous pensez qu'il est tard encore qu'on n'a pas sorti des décrets d'application? Là, vous ne pensez pas que nous sommes à quelques ou à moins d'un an de la présidentielle? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus judicieux que les différents ou les parties prenantes se retrouvent pour discuter des modalités d'application au risque de ne pas un peu entraver ou bloquer le système, le processus électoral? Mais le plus important, c'était à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi est passée et qu'on dit que désormais pour être candidat, il faut remplir ces conditions-là, c'est difficile aujourd'hui de trouver un terrain d'entente. Parce que l'opposition s'est radicalisée. Le pouvoir, le président Macky Sall, veut absolument, comme il dit, rationaliser pour que ce soit moins le bazar. Donc, chacun campe sur ses positions. Le président voulait absolument opérer cette nouvelle loi, en tout cas pour rationaliser comme ils ont dit, et l'opposition ne veut pas en entendre parler. Donc, je ne pense pas que le dialogue puisse être trouvé. C'était encore possible jusqu'à hier. À partir du moment où le projet de loi pouvait être repoussé de quelques jours, ça aurait été possible. Et je pense que là, les électeurs, l'opinion sénégalaise, auraient été pris à témoin. Le président aurait pu dire, je les ai appelés parce que les confrères religieuses, les imams, le clergé, tout le monde a appelé à ce dialogue-là. À la place du chef de l'État, moi j'aurais dit, ok, je repousse l'affaire d'une semaine et je vous convoque autour de la table. Et là, si l'opposition n'y va pas, les Sénégalais les indexeront. Aujourd'hui, l'opposition a beau jeu de dire, nous, on nous a imposé quelque chose qu'on a subi, on ne peut pas faire grand-chose. Ça qui est dommage dans les discussions, dans tout le processus, en fait, pour arriver à cette nouvelle loi. C'est regrettable. Mais malheureusement, ça va se crisper jusqu'au bout. Je ne vois pas comment ils peuvent sortir de cette lornière-là. Je ne vois pas. Alors, chacune des parties campe sur sa position. Finalement, les conséquences politiques sur le processus électoral à moins d'un an de la présidentielle. Bon, déjà, ça vicie l'atmosphère. Ça va tendre l'atmosphère jusqu'à la présidentielle et peut-être après. Parce qu'on n'exclut pas des contentieux. Il y aura certainement des candidats qui seront recalés pour être candidats, parce que la nouvelle loi permet cela. Donc il y aura déjà des contestations à cette époque-là. Ça ne va pas apaiser l'atmosphère. C'est ça qui est dommageable. Maintenant, les Sénégalais sont des électeurs habitués à l'ingénierie électorale. Ils savent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je ne fais pas trop de soucis non plus, parce que quand les Sénégalais veulent faire un choix, ils l'opèrent. Par leur carte d'électeur, ils vont docilement se réveiller le dimanche, aller aux urnes, décider du sort de celui qui sera à la tête du Sénégal. Donc, quelque part, on peut faire confiance à l'électeur qui, au final, est le plus déterminant. Parce que toute l'architecture, l'ingénierie électorale est entre les mains de l'électeur. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais ont confiance en leur système électoral, parce que ça fait, en 2000, il y a eu une première alternance avec un régime qui était là pendant 40 ans, qui a été renversé.
En 2012, l'alternance a été opérée une seconde fois avec Wade, qui était resté au pouvoir 12 ans, avec tous les moyens de l'État. Les Sénégalais l'ont quand même enlevé pour mettre quelqu'un d'autre. Donc il y a cette confiance en soi de l'électeur sénégalais qui se dit, quels que soient les subterfuges que peuvent imaginer un parti au pouvoir, nous, on a la clé avec notre carte d'électeur. Alors, l'autre question qui préoccupe au plus haut point les électeurs, mais surtout les observateurs, voit-il la scène politique et la commission, le dispositif de contrôle pour vérifier les signatures, parce que quelqu'un peut signer à deux reprises pour deux candidats. Mais tout ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce débat technique hier à l'Assemblée nationale, parce que c'est un projet de loi qui a été adopté sans débat. Parce que l'argument qui a été donné par la majorité parlementaire, c'est de dire qu'il y a plus de 100 inscrits. Les débats vont tirer en longueur, ils vont nous mener jusqu'à minuit, ainsi de suite. Bon, moi, ma réponse était de dire, vous êtes des députés, vous êtes payés quasiment toute l'année à ne rien faire. Si ça doit vous prendre 2 jours, mais ça les vaut de rester 2 jours à l'Assemblée nationale et que nous, de l'extérieur, on puisse voir les arguments des uns et des autres sur ces questions-là, justement, qu'on n'aura pas eu. Parce que l'avantage d'avoir le débat, c'était de voir les arguments techniques posés, c'est-à-dire comment on fait concrètement. La loi dit un électeur, un candidat pour les parrainer. Donc, le problème, c'est de dire que s'il y a une signature qu'on retrouve sur 2 ou 3 candidats différents, on annule ces signatures-là. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas des plaisantins qui vont s'amuser à signer sur plusieurs bulletins de candidats pour provoquer l'élimination de candidats comme ça? Qu'est-ce qui nous garantit qu'on a les moyens techniques aujourd'hui, la faisabilité de vérifier, parce que ça se fait au niveau du Conseil constitutionnel, d'aller vérifier toutes les signatures. Ne serait-ce que rien que pour 10 000 candidatures sur l'ancien système qu'on avait, c'était hyper long. Maintenant, si on parle... Le temps qui n'est pas... Il nous reste 8 mois d'ici l'élection présidentielle. Donc, c'est très, très juste tout cela. C'était des questions qu'il fallait débattre et pour éclairer la lanterne des Sénégalais pour voir comment ça va se passer concrètement. On ne l'a pas malheureusement eu parce qu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Bon, la majorité mécanique a décidé d'adopter le projet de loi et vous avez vu dans l'élément que vous avez passé au début, les opposants ont dit nous, on ne veut pas assister à cette mascarade, on sort parce que voilà, ils vont voter le projet de loi de toute façon. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu des réponses. Nous, on peut connaître un peu les détails techniques, mais l'électeur lambda n'a pas l'information nécessaire sur un projet de loi qui est fondamental quand même, qui change fondamentalement la façon de faire au Sénégal pour les candidats. Parce qu'il y a toujours eu des filtres, à quoi qu'on dise. Dans tous les systèmes électoraux du monde, il y a des filtres. Le filtre qui existait avant, c'était d'exiger aux indépendants d'avoir 10 000 signatures. Je trouve que c'était injuste de dire à un indépendant, vous fournissez des garanties électorales, des signatures, mais les partis politiques, même si vous n'êtes que 5 dans un parti politique, on ne vous demande pas d'aller apporter des garanties par une signature. Donc c'est bien qu'on l'exige. C'est une justice qu'on vient de réparer. Oui, pour les indépendants. Mais en même temps, on ne leur demande plus 10 000 voix, on leur demande 65 000 voix. Oui, entre-temps, le nombre d'électeurs a augmenté. A augmenté, bien évidemment. C'est par 3 ou par 4. Oui, effectivement, on dit parce que c'est 1% du fichier. À l'époque, quand le fichier était créé, c'était 1 million d'électeurs. Maintenant, on est à 6,5 millions. Donc, c'est un pourcentage sur le fichier. Donc, les indépendants sont toujours battus pour que cette loi, où elle s'enlève, on ne leur exige plus des signatures, elle s'applique à tout le monde. Donc, on peut penser qu'ils ont un gain de cause. C'est l'opposition globalement qui n'a jamais voulu, les partis politiques qui n'ont jamais voulu entendre parler de signature. Or, c'était fondamentalement injuste et c'était même du point de vue du droit, ça a posé un problème parce qu'il y a une rupture d'égalité, il y a une discrimination entre des candidats à une élection présidentielle et ça aurait pu être porté devant la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. La Tanzanie a connu un cas exemplaire, donc on aurait pu en arriver là. Heureusement que maintenant tout le monde est égal devant la loi, mais les modalités de cette égalité-là n'ont pas été discutées au préalable. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Une toute dernière question. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck, leader d'un parti d'opposition Rewmi, qui a été arrêté juste après sa libération, a annoncé une requête, a annoncé plutôt qu'il va saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Les chances de recevabilité de cette requête d'Idrissa Seck? Elles sont nulles, pour être honnête. Ah oui? Oui, elles sont nulles parce que les chances sont nulles parce que la CEDEAO ne va pas se prononcer sur un processus interne au Sénégal qui a suivi toutes les voies légales devant le Parlement. Ça s'est passé dans les règles de l'art. La CEDEAO ne va pas constater des irrégularités sur son système-là parce que l'opposition est présente à l'hémicycle. Il y a eu des élections législatives, les Sénégalais ont voté, ils ont donné une écrasante majorité au parti au pouvoir, à la coalition, et une minorité à l'opposition. Donc la loi a été votée à l'Assemblée nationale par les représentants des Sénégalais.
je ne vois pas comment la CEDEAO pourrait bloquer ça. Maintenant, comme je le disais durant toute l'émission, c'est déplorable qu'il n'y ait pas eu de débat, c'est déplorable qu'il y ait eu un passage en force du gouvernement par la majorité mécanique hein, qu'il a au Parlement, mais ce n'est pas illégal. C'est un problème de légitimité qui se pose. Mais d'un point de vue purement procédurier, d'un point de vue purement légal, je ne pense pas qu'on puisse évoquer. Il ne faut pas repenser le système politique au Sénégal avec le mode d'élection des législatives qui... Je suis entièrement d'accord. Moi, je ne cesse de me battre depuis des années pour dire que le système qu'on a au Sénégal n'est pas bon. On a un système vraiment qui permet de ne pas avoir des députés du peuple, mais des députés du président de la République. Parce que les partis politiques choisissent une liste de députés. On n'élit pas un député, on élit une liste. Donc, quand vous élisez une liste où il y a 50 personnes, 90 personnes, 60 et 90 personnes avant, vous décidez d'amener un groupe de personnes sans savoir qui sont vraiment. Ce n'est pas les Sénégalais qui les choisissent, ce ne sont pas les Sénégalais plutôt, mais ce sont les chefs de partis, et notamment le parti au pouvoir, qui choisit qui il met. Donc, quand on est un député élu sur cette base-là, on est plus redevable à la personne qui vous a permis d'être à l'Assemblée nationale qu'à l'électeur. Moi, ce que j'ai proposé, qu'on procède par circonscription. C'est-à-dire qu'ici, à Dakar, ou à Thiès, ou dans n'importe quelle localité, tous ceux qui veulent être députés disent, nous, moi, je vais être député. On mettra des critères, bien évidemment. Mais que les habitants de cette localité choisissent le député de cette localité-là sur des bases très claires, comme on choisit un président de la République, on permet, comme on choisit le maire, on permet, par exemple, aux députés d'être choisis dans leur localité, uniquement par les habitants de leur localité. Ça permettrait aux députés à l'Assemblée nationale de savoir que lui, il représente une localité. Il n'est pas là parce que tel ou tel chef de parti l'a voulu ou le président de la République l'a voulu. Ce sont les habitants, les électeurs de sa localité qui l'ont amené à l'Assemblée nationale. Ça changerait radicalement la donne. Voilà, merci donc Abdou Khadrlo. Merci, c'est la fin de cette émission qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Abdou Khadrlo, expert en sciences politiques et également président de Access Partnership de l'Afrique, un directeur Afrique de Access Partnership et également auteur de nombreuses études et rapports sur la gouvernance et l'état de droit. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.